On a entendu beaucoup d'avis de spécialistes, d'académiques, de gens qui sont des spécialistes du Moyen-Orient ou même de l'Iran. Mais donnez-nous, vous, votre opinion en tant que militant, un homme de gauche, sur cette idée de Donald Trump de raser Gaza, on rase tout, on recommence, et d'en faire une Côte d'Azur en plein Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, déjà, je pense que Netanyahou a trouvé son maître. Dans la capacité à balancer un truc et un spin extraordinaire à l'échelle universelle, là, franchement, Trump, il a été plus fort que tout le monde. Oui, mais c'est pas la première fois. On s'attend. Non, voilà, on a eu le coup avec la Corée du Nord. Bon, en même temps, Trump, il a annoncé que si le 20 janvier on récupérait pas nos otages, on allait voir le Hamas allait voir ce que c'était l'enfer. Le 19, on commençait à en récupérer, donc. Oui, mais ça, c'était pas pour le Hamas, parce que l'emprise n'était pas sur le Hamas, l'emprise était sur Israël. Donc c'est, voilà, le Hamas, d'une certaine manière, il n'y a plus grand-chose, quoi. Quant à la question de détruire et de reconstruire, il faut bien qu'on s'entende. C'est nous qui avons bombardé et réduit à néant 70 à 80% des bâtiments et des infrastructures, c'est pas les Américains. Donc ça a été la stratégie militaire en réponse au 7 octobre. Elle aurait pu être autre, mais c'est celle-là qu'on a choisie. Elle aurait pu être autre ? Oui. Oui, il y a d'autres façons d'envisager la façon dont on a en demandant gentiment aux terroristes de sortir et de nous rendre nos otages ? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Hein. Non, il y avait d'autres stratégies militaires qui étaient moins, comment dire. Il faut bien comprendre entre les lignes la stratégie de bombarder du nord vers le sud, c'était de créer un exode vers le sud. Et l'objectif, je sais pas si vous vous rappelez, Sisi a dit à ce moment-là, attention, arrêtez-vous parce que si vous continuez, je romps les accords de paix avec Israël. Pourquoi ? La stratégie militaire servait d'une certaine manière, et pas d'une certaine manière, elle servait très clairement une politique du jour d'après qui était de faire fuir un maximum de Gazaouis vers le sud, éventuellement de faire sauter la frontière et de les voir partir. D'ailleurs, pourquoi on n'a pas pris Rafia immédiatement ? Pourquoi ça n'a pas été le lendemain ? Je veux pas me faire systématiquement l'avocat du diable, mais même si c'est un peu mon job. Mais voilà, mais en l'occurrence, on n'a pas fait une espèce d'exode unilatéral. À chaque fois qu'on a déplacé une population, et je le rappelle, ça envoie à chaque fois des tracts en arabe pour expliquer mettez-vous dans telle zone qui sera une zone de sécurité. C'est pour les bouger de là où bombardement envers les terroristes il y aura. Si population civile détachée du terrorisme il y a, eh bien vous devez vous en éloigner et ne pas rester près des gens qui sont potentiellement dangereux. Mais après ça, on a permis aux gens de revenir, même si effectivement il reste plus grand chose. Non, le retour était maintenant, mais. Alors oui, mais même pendant la guerre, on les a déplacés en échec. Si j'ai bien vu enfin vous voyez pas exactement les gestes que je suis en train de faire, mais je veux dire, ça a été un peu circulaire. À chaque fois qu'on a bombardé quelque part, on les a déplacés là où ils étaient avant. Donc c'est. Oui, mais globalement, non, attendez. L'idée, c'était pas notre idée à nous, c'était pas le transfert. C'était pas notre idée à nous. Non, mais premièrement, je vais dire une chose. Aujourd'hui, on dit à haute voix, de façon extrêmement vulgaire, ce qui était sous-jacent, et c'était encore dit tout à l'heure, ce qui était sous-jacent à la stratégie militaire qu'on a choisie de raser le nord de Gaza et de faire descendre la population vers le sud. C'est une stratégie, il y aurait pu en avoir une autre, et je peux développer si vous voulez, mais une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où vous détruisez autant de bâtiments, autant d'infrastructures, vous n'avez pas besoin d'un Trump qui va vous expliquer, qui va déplacer les gens. Les gens, aujourd'hui, 2/3 des Gazaouis vont partir. Il n'y a pas besoin de venir avec une espèce de solution miracle, parce que nous avons eu cette stratégie, et d'une certaine manière, on sait très bien qu'en conséquence de la stratégie militaire qu'on a eue, et je la critique pas, c'est un choix, il y aurait pu en avoir un autre, on sait très bien qu'on a créé les conditions sanitaires, administratives, d'un départ forcé de beaucoup de gens. Donc qu'on se raconte pas d'histoire, c'est une solution qu'on va... Tout ça est très fumeux. Moi je me rappelle qu'on a parlé que Trump aussi avait expliqué qu'il allait mettre des centaines de milliards, que les Mexicains allaient payer pour faire cette grande muraille. Bon, on attend encore... il a construit 3 kilomètres. Donc je crois qu'il faut bien se dire, c'est qu'on a un homme qui est en train de casser toutes les règles, et d'une certaine manière, ça remue la politique internationale. Moi, par exemple, si je regarde sur les aspects environnementaux, pour moi, c'est une catastrophe ce que fait Trump. C'est la 2e fois qu'il le fait. Donc, on a un homme qui bouscule, ok. On a Israël qui vient de sortir de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Je pense que c'est une bêtise. Je pense qu'on ne devrait pas faire ça. Donc, on assiste à un moment où tout est en ébullition.
Et je suis pas certain que ça augure nécessairement de très bonnes choses. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous? Qu'est-ce que vous auriez comme idée pour apaiser la région et surtout anéantir les menaces terroristes? Alors, d'une part, ce qu'il faut bien voir, ça a été le mantra de tous les gens qui se sont opposés à la politique de Netanyahou dès le 8 octobre, c'était de dire on ne peut pas mener une bataille militaire sans qu'il y ait une politique du jour d'après. C'est-à-dire, qui va être, quelle coalition on va mettre en place pour qu'il n'y ait plus le Hamas. À partir du moment où on l'a pas fait, on a créé les conditions des images qu'on a eues ces dernières semaines, d'un Hamas flamboyant, d'un Hamas qui est arrogant. Alors il est peut-être en vrac. Hein. Vous parlez de la libération des otages? Oui. Oui, mais ça, vous avez bien compris que c'est de la propagande. Ils sont 14 enfin ils sont 140, ils sont pas 1400. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je comprends. Mais la question, elle est pas là. La question, c'est comment vous recrutez derrière, comment vous reconstituez vos forces, parce que ça, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pas le fait qu'on ait placé la caméra comme ci ou comme ça. C'est ce que vous disent les experts militaires en vous disant le Hamas a repris son recrutement, c'est-à-dire qu'il a repris des conditions à nouveau de s'armer et à nouveau de recruter. En plus, il y a les prisonniers qui sont libérés, qui vont constituer le staff de base, le commandement. Donc, à partir du moment où on n'a pas pensé l'issue politique, on n'a pas voulu la penser, ça n'a même pas été débattu au cabinet de sécurité. Donc, à partir du moment où on n'a pas pensé le jour d'après, on a créé des conditions d'un retour du Hamas. Alors, évidemment, il ne restera pas, mais ce que je veux dire, c'est que la guerre n'est jamais autre chose que le bras armé, si on peut dire, de la politique. Telle a été, notre ambition politique dans le fait de répondre massivement le 8 octobre. Très sincèrement, je ne sais pas. Et donc aujourd'hui, une espèce de Trump qui vient avec sa baguette magique, et je trouve assez déplacé de la part de la presse israélienne d'être dithyrambique. J'entends des journalistes me dire mais c'est pas possible. Ils ont mis où leur esprit critique? Ce n'est pas faisable. Vous pouvez pas prendre 1 200 000 personnes, 1 500 000 personnes. 1 800 000 dont il parle. 1 800 000. Mais vous pouvez pas le faire. Et puis je vous rappelle une chose, ça s'appelle un nettoyage ethnique. On est juif, on a vécu la Shoah. On peut pas aujourd'hui dire le sourire en buvant son cocktail. Ah bah super, on va déplacer 1 800 000 personnes, 1 800 000 personnes. Alors ce que dit la Maison Blanche, c'est on les déplace, on refait quelque chose de beau, de propre, on met des habitations. Attendez, moi de nouveau, je suis pas le porte-parole de la Maison Blanche, je suis encore moins Donald Trump lui-même, mais je vous dis ce que dit la Maison Blanche. La Maison Blanche dit, avec 67% du territoire de Gaza qui est anéanti, c'est inhumain de faire rentrer des personnes dans ce genre de vie. C'est pas une vie ni pour eux ni pour personne. On rase tout, on refait tout beau, on a l'argent pour, on vous donne les moyens de le faire pour, vous les accueillez temporairement, et le jour où on voit ce qu'on fait qui revient là-bas. Et entre-temps, on prend l'annexation temporaire, les États-Unis annexent temporaire la bande de Gaza pour en faire quelque chose de propre, quelque chose qui soit nettoyé et du terrorisme et de tous les combles qu'on fait cette guerre. Quelque part, si vous réfléchissez, si c'est temporaire et si après ça on peut se rétablir dans une solution à 2 États avec des gens qui seront peut-être un peu plus triés sur le volet, qui seront pas tous impliqués dans le terrorisme d'une manière ou d'une autre, hein, ça c'est les témoignages des otages, est-ce que ce serait pas quelque chose de préférable pour tout le monde? Mais sur le papier, on peut, vous savez, avec des si on mettrait Paris dans une bouteille. Il faut être un petit peu. La question, c'est, on peut avoir une belle idée. Vous savez, j'ai eu l'occasion de travailler avec des startups et des gens qui ont plein de bonnes idées. La question, quand on arrive au bout du bout, ok, et qu'on fait un exit, c'est qu'il y a eu beaucoup, entre-temps, 99% des idées sont passées à la trappe, tout simplement parce que dans quelle mesure c'est réalisable. Donc sur le papier, tout le monde peut être là, dans une espèce d'euphorie, mais dans quelle mesure c'est réalisable? Dans quelle mesure, aujourd'hui, on a vu comment les Américains sont sortis de l'Afghanistan, on a vu le souk qui a été mis en Irak, qui ne se sont pas encore remis. Cette espèce de baguette magique américaine qui va venir, qui va nettoyer, qui va faire tout propre, etc. On a été à une batte ferrette. On a déjà vu ça en 93 avec l'Irak, on a vu avec l'Afghanistan. Donc il faut arrêter. Et en plus, on a quelqu'un d'extrêmement versatile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il balance ça, et puis demain, il va s'occuper des Mexicains, et puis après, il va aller chez les Chinois, et puis cette histoire, il aura balancé une phrase. Quel va être le suivi de ça? Non, on est face à notre destin. Toute la région est face à son destin. Et pour moi, la seule solution, c'est en quelle mesure les gens sont capables de travailler ensemble, de passer ensemble. Effectivement, je vais vous dire une chose. Faut pas se raconter l'histoire. Il y aura des centaines de milliers de Gazaouis qui vont
partir par la force des choses. Naturellement, sans faire de plan. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, je vous remercie beaucoup de cet entretien, David Benichet. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur les ondes de Canon Français et à très bientôt. À bientôt.